Signature ce jeudi 9 décembre à Bunyani-Touri d'un accord de coopération militaire entre la RDC et l'Ouganda, les deux pays étant représentés par leurs ministres de défense respectifs. En effet, cette coopération en termes de perspectives vise entre autres à mutualiser les efforts et les moyens entre les deux pays afin d'arriver à neutraliser les ennemis communs. La coopération militaire ougando-congolaise concerne aussi les volets infrastructure et énergie. Les deux pays indiquent la possibilité de partage ou vente d'électricité produite sur le Nil par l'Ouganda, mais aussi le soutien à la construction des routes d'intérêt mutuel, notamment le tronçon Bunagana, Rutshuru, Goma, Kasindi, Beni, Butembo, dont les travaux ont été lancés par les ministres en charge de ces projets vitaux sur le plan socio-économique avec impact positif sur les aspects de défense et de sécurité mutuelle. L'Union européenne a décidé ce jeudi 9 décembre 2021 de proroger d'1 an les sanctions prises en 2016 contre 10 anciens cadres du régime Kabila, précisant qu'elle pourrait en envisager d'autres si nécessaire. Une décision, croire l'Union européenne, qui a été prise sous la base d'une évaluation de la situation dans le pays et de cas individuels. Selon son communiqué, le Conseil de l'Union européenne estime que les mesures existantes restent valables compte tenu de la situation politique actuelle et qu'elles sont utiles pour lutter contre l'impunité et prévenir de nouvelles violations de droits de l'homme par des acteurs étatiques et non étatiques. L'Union européenne s'est dit préoccupée en particulier par des récents rapports des Nations Unies qui mettent en évidence dans l'espace public et sur les réseaux sociaux une augmentation des discours et messages de haine appelant à la violence, à la discrimination et à l'hostilité, souvent dirigés contre des groupes ethniques ou des personnalités publiques. L'ONU en RDC s'inquiète régulièrement de ces messages de haine particulièrement exacerbés dans l'est du pays, en proie à la violence de groupes armés depuis plus de 25 ans, mais aussi dans d'autres provinces, notamment Katanga, Maïndombe ou même Kinshasa. Le Conseil de l'Union européenne dit qu'il continuera de suivre de près la situation en RDC, réexaminera les mesures restrictives en fonction de l'évolution de la situation et pourrait en envisager d'autres si nécessaire, y compris éventuellement en élargissant le motif actuellement retenu pour imposer ces mesures. Des mesures qui avaient été prises en 2016 au départ à l'encontre de 16 personnes en réponse en particulier aux violations de droits de l'homme et à l'obstruction du processus électoral. Elles ont été levées depuis pour 4 d'entre elles et 2 autres sont décédées. Les 10 personnes concernées, anciens dignitaires de l'armée, de la police, de l'administration ou du gouvernement, dont les noms ne sont pas mentionnés dans le communiqué de l'Union européenne, font l'objet d'un gel des avions et d'une interdiction de pénétrer sur les territoires de l'Union européenne. Il est interdit aux personnes et entités de l'Union européenne de mettre de fonds directement ou indirectement à la disposition des personnes inscrites sur la liste. À l'occasion de la célébration ce jeudi 9 décembre de la Journée internationale de lutte contre la corruption, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux Rose Mutombo a dans son message salué la volonté du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de faire de la lutte contre la corruption son cheval de bataille tout en appelant chacun dans son secteur respectif à conjuguer les efforts en vue de vaincre ces fléaux qui minent l'état de droit en République démocratique du Congo. Ce fléau, longtemps décrié depuis les temps immémoriaux, est à la base du sous-développement. Ayant conscience du tort que la corruption a causé à notre pays, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous devons lutter contre la corruption, non seulement parce que c'est la chose à faire, mais aussi parce qu'elle a de graves répercussions économiques. Il est essentiel de réduire la corruption et ses effets pernicieux pour atteindre les doubles objectifs, à savoir mettre fin à la pauvreté extrême d'ici à 2030 et promouvoir une prospérité partagée. C'est l'essentiel si nous voulons tenir les engagements que nous avons souscrits dans le cadre des objectifs du développement durable. L'union fait la force, dit-on. Mon ministère reste accessible à toute initiative venant du secteur
publics, du secteur privé, ainsi que des organisations de la société civile en vue de mener les actions collectives et créer un cadre de collaboration nécessaire à une lutte efficace contre la corruption. Dans cette optique, je remercie toutes les structures étatiques de la lutte contre la corruption et infractions annexes d'avoir intériorisé les acquis des États généraux de la lutte contre la corruption. Pour avoir décliné l'invitation de sa hiérarchie pour la consultation à Kinshasa en vue de statuer sur la situation qui prévaut au sein de l'exécutif provincial du Sud Kivu, le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire de cette province a été suspendu de ses fonctions par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo. Ce dernier l'a fait savoir dans un arrêté ministériel daté du 8 décembre 2021, dans lequel relevant l'insubordination de Marc Malogo de par son obstination à ne pas répondre à l'appel de la hiérarchie. Ainsi, le numéro 1 de l'Intérieur charge le secrétaire général à l'Intérieur d'exécuter cet arrêt. Cependant, il faut le dire, avec cette suspension, c'est le ministre provincial de l'Intérieur qui dirigera le Sud Kivu. Notez que le gouverneur intérimaire du Sud Kivu est suspendu alors que la société civile réclame le respect des dispositions légales en matière d'intérim à la tête de la province. Les députés nationaux se sont retrouvés le mercredi 8 décembre 2021 dans la salle de congrès en plénière sous la houlette de Christophe Mbosoko Diapwanga, son président, pour auditionner un membre du gouvernement, Samalou Kondé, à savoir Moïndo Nzangi, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. D'entrée des jeux, Christophe Mbosso a tablé sur les changements intervenus au programme de la journée réservé à l'audition de 3 membres du gouvernement, dont les ministres de l'économie nationale, l'enseignement supérieur et universitaire et commerce extérieur. Par leur correspondance daté du 7 décembre adressé a-t-il enchaîné, le ministre de l'économie nationale et celui du commerce extérieur ont fait état de leur indisponibilité pour des raisons d'État. Et les bureaux en a pris acte et n'a programmé qu'une seule question, soit celle adressée au ministre de l'ESU. Interpellé par question orale avec débat du député national Bernard Kayumba, élu de Lukunga, le ministre de l'ESU a dû s'expliquer sur sa mesure fixant à 70% la condition d'admission à la faculté de médecine en République démocratique du Congo. Face à cette mesure qui ne résiste pas au doute de la rationalité, le député Kayumba pose au ministre Moïndo Nzangi 8 questions, entre autres. Pensez-vous que la réussite avec 70% d'examen d'État est le seul atout et gage de réussite en faculté de médecine? La mise en œuvre de votre mesure permettrait-elle à la RDC de posséder à court, moyen et long terme des médecins dont le nombre par habitant répond aux recommandations de l'OMS et éviter ainsi l'appel à la main-d'œuvre étrangère dans le secteur? À 2 ou 3 semaines de la rentrée académique, pensez-vous avoir la tâche facile aux futurs étudiants de la faculté de médecine? Ainsi, dans son exposé, Moïndo Nzangi a fait savoir qu'à son arrivée, il a dressé l'état de lieu de l'ESU, lesquels l'a conduit à organiser pour la première fois après 1961 les états généraux de l'ESU auxquels ont été associés tous les experts et toutes les grandes intelligences du pays pour réfléchir sur le fonctionnement du secteur. Nous n'avons pas fixé les conditions par une note circulaire. Nous avons pris un arrêté. Je crois que lorsque la question avait été rédigée, l'auteur n'avait pas encore lu l'arrêté que nous avons pris. C'est l'arrêté numéro 0326 du 18 octobre 2021 portant fixation des conditions d'admission aux études de médecine dans les universités publiques et privées de la République démocratique du Congo. Après cet éclairage du ministre Nzangi, 59 députés se sont inscrits pour la prise de parole et dans le débat général, la majorité des intervenants soutiennent le point du ministre qui pense qu'il faille réorganiser la filière médecine contre une infirme minorité qui trouve à redire notamment sur comment le ministre entend organiser le système LMD dès la prochaine rentrée académique fixée au 5 janvier, que faire du produit mal formé qui est déjà sur le marché de l'emploi.
C'est pour répondre aux préoccupations des élus nationaux concernant les routes nationales, les voiries urbaines, le financement, les bâtiments civils et les transports administratifs, formulées lors de son audition du 29 novembre, que le ministre d'État, ministre des Travaux publics, était à la commission aménagement des territoires, infrastructures, postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information de la Chambre basse du Parlement. Alexis Guizarro a mis l'accent sur l'état du réseau, le programme et la budgétisation des travaux, les coûts au kilomètre, le bitumage et les projets importants. La pertinence des questions et les préoccupations soulevées par les députés démontrent à suffisance la place importante des infrastructures dans le développement d'une nation, dit-il, raison pour laquelle le ministre d'État, ministre des Travaux publics, a sollicité le soutien de cette commission de l'Assemblée nationale pour le développement des infrastructures afin d'aider son ministère à atteindre, un tant soit peu, les souhaits exprimés par les élus du peuple vont dans le sens des intérêts et du bien-être de la population. Nous avons tenté d'aborder toutes ces questions et nous avons voulu rassurer les honorables députés sur le fait que les infrastructures sont effectivement une préoccupation majeure et nous le comprenons parfaitement pour le développement et pour le bien-être de nos populations. Mais pour que l'on puisse rencontrer véritablement ces préoccupations, nous avons besoin de financements importants. De son côté, le député national José Ngwanda s'est dit satisfait de l'éclairage apporté par le ministre d'État. La commission a été satisfaite, plus que satisfaite même parce que nous sommes témoins. Chaque jour, les honorables députés nationaux reçoivent des vidéos, des messages qui viennent de toutes les provinces. Et ces messages ou ces vidéos nous parlent de l'état défectueux de nos routes. Malheureusement, le budget qu'on alloue au ministère des Infrastructures est tel que ce ministère n'est pas en mesure de répondre aux attentes de la population. Chaque matin, surtout pendant cette saison, les Quinois ne cessent de crier parce qu'il y a des routes défectueuses partout, des avenues qui sont délabrées. Alors c'est de notre responsabilité comme parlementaires, autorités budgétaires, d'allouer des moyens conséquents à ces ministères. Nous avons eu à le déclarer une fois que sans infrastructure routière, nous ne pouvons pas nous attendre au développement de notre pays. Si on alloue $1 milliard au ministère des Infrastructures, je suis convaincu que pour le même exercice, les ministères, par d'autres canaux, peuvent ramener plus d'1 milliard au budget de l'État. D'autant plus que les opérateurs économiques qui bénéficieront de ces routes vont ramener plus d'activités, plus de ressources qui vont contribuer au développement économique. Et donc, en plus du fait que nous pouvons soutenir le secteur de l'éducation, je pense que le secteur qui peut venir en deuxième position, c'est le secteur des infrastructures. Parce que développer les infrastructures, c'est aider les pays à aller de l'avant. Sans route, vraiment, il nous est difficile de nous épanouir. Et nous avons les témoignages des pays qui nous entourent. Lorsque vous quittez la RDC, vous constaterez que les routes sont en très bon état dans les pays voisins. Mais pourquoi sommes-nous en retard? Pourquoi ne donnons-nous pas priorité à ces secteurs? Donc c'est notre travail maintenant comme commission qui a dans ses attributions les infrastructures de mener une plaidoyer au niveau de l'ECOFIN, au niveau des autres collègues, pour qu'une part importante du budget de l'État soit...
Le laboratoire national de contrôle des qualités de produits de santé a ouvert officiellement ses portes le mercredi 8 décembre 2021 à Kinshasa sous la houlette du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbongani, qui a procédé à l'inauguration de cette institution publique dont la mission consiste de contrôler la qualité de produits pharmaceutiques et phytosanitaires et sanitaires en République démocratique du Congo. C'est important, le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, représenté ce jour par Madame la vice-ministre et moi-même, accompagné du secrétaire général, nous sommes venus inaugurer le laboratoire national contrôle qualité des médicaments. L'impact important que cela aura sur la société, c'est que demain, les médicaments qui seront sur le marché sont des médicaments sûrs, parce qu'ils auront bénéficié d'un contrôle réel en termes de qualité. La santé est d'une importance capitale pour le gouvernement de la République et nous devons assurer le suivi de ce rendu en termes de qualité des médicaments pour éviter certaines maladies qui peuvent arriver lorsqu'on prend des médicaments de très mauvaise qualité. Voilà l'importance capitale que revêt l'inauguration de cette unité physico-chimique parce que demain, les médicaments sur le marché seront des médicaments sûrs et les populations de notre pays pourront les consommer sans crainte. Le docteur Jean-Simon Foutikiakou, directeur général AI de la Caisse nationale de sécurité sociale, a pris part à un déjeuner de solidarité organisé par l'association Récotrauma ce lundi 7 décembre à marge de l'ouverture de la 7e édition des Makutano. Œuvrant à Kinshasa, l'association Récotrauma regroupe près de 300 médecins pour une prise en charge appropriée et systématique de blessés graves victimes des accidents de route, de mauvaises chutes, de brûlures ou encore d'agressions par arme à feu ou arme blanche. Les accidents de la route se rapprocheront de la gestion de la CNSS dans la branche des risques professionnels qui couvre les accidents de travail et les maladies professionnelles. Jean-Simon Foutikiakou s'est apaisanti dans son speech sur la couverture santé universelle et a insisté sur la prise en charge des traumatismes graves tout en appelant les employeurs à faire déclarer leurs travailleurs à la CNSS. Amenez votre employeur de vous immatriculer à la Caisse nationale de sécurité sociale. Les accidents, comme vous le savez, c'est des événements qui arrivent de manière non prévue. Et puis pour ça, il n'y a pas de budget prévu. Déjà, nos économies sont faibles. Voilà pourquoi, depuis lors, les êtres humains se sont mis d'accord pour que nous puissions avoir une protection sociale. Cette protection sociale, dans laquelle s'inscrit la couverture santé universelle, permet à chaque individu, aujourd'hui en ce qui concerne les soins médicaux, que nous puissions nous retrouver tous égaux. C'est ce que nous voulons amener à vous faire comprendre, que la Caisse nationale de sécurité sociale, dans le cadre de sa branche liée au risque professionnel, dans laquelle branche nous avons les accidents du travail, et les accidents de travail sont notamment les accidents qui surviennent en milieu de travail, mais aussi les accidents du trajet. Et c'est dans ces accidents de trajet que vous retrouvez souvent les traumatisés. Dès lors que vous êtes assujetti et vous êtes immatriculé à la Caisse nationale de sécurité sociale vous prend en charge. Il vous prend en charge, il assure les soins, mais aussi vous paye plus tard les indemnités. À en croire Jean-Simon Foutikiakou, à la CNSS, tout s'est fait pour accompagner la vision politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, le peuple d'abord. Et cela est visible déjà par l'objet social de la CNSS. Le peuple d'abord, comme politique du chef de l'État, je pense que la politique sociale du pays, avec la CNSS, ça se retrouve comme un instrument par excellence. Parce que de par la nature des prestations fournies, de par la nature des personnes ou des qualités des personnes que nous prenons en charge, notamment les vieilles personnes, à travers les prestations telles que fournies, je pense qu'il n'y a rien de plus important d'abord que cet aspect social. Et l'aspect social, si nous y prenons, je crois que nous allons accompagner comme il se doit
le chef de l'État dans sa politique. Notez que hormis les DG de la CNSS, le docteur Jean-Simon Foutikiakou, 3 autres invités étaient de la partie, le ministre de la Santé Jean-Jacques Mbungani, le conseiller spécial du chef de l'État en matière des maladies universelles, le docteur Roger Kamba et les délégués de l'Organisation mondiale de la santé. Sa générosité traverse même les limites de sa circonscription électorale. Edi Iyeli Molangi à la rescousse des femmes dans une maternité dans la commune de Kassavubu. Le député provincial élu d'Engiringiri est allé au chevet de cette mère des triplés. Celui qu'on appelle affectueusement papa social avait dans sa gibecière de quoi redonner le sourire non seulement aux parents mais aussi aux 3 bébés nés d'une même mère. Faisons d'une pierre 2 coups. Edi Iyeli Molangi a par l'occasion payé le frais des maternités pour d'autres femmes retenues dans ce centre hospitalier, d'où les mots de remerciement à son égard. Mbongo apesi bato babima maternité eleki nga ndelo mbali boso na mona kutu aboya kote na mbeto nyonso oyo naye kote alekinelali ya boti na sepeli makasi biso nyonso tuna maternité tobimi nawa mbota likasi ya papa mbola papa oyo ya koleka tondimaki te nakomika rio. Ne dit-on pas qu'il y a plus de bonheur de donner qu'à recevoir? Le bonheur du député provincial Edi Iyeli Molangi est de voir la population en général et ses électeurs en particulier dans la joie. C'est dans le cadre de ses 75 ans d'existence et 58 ans de présence en RDC, dans le but de sauver des vies des enfants, défendre leurs droits, tout en assurant leur bien-être, que le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a organisé ce jeudi 9 décembre 2021 une manifestation pour marquer cet événement. C'était également l'occasion de faire le point sur différentes réalisations de cet organisme des Nations Unies. Grâce à l'UNICEF, le taux de mortalité infantile des enfants de moins de 5 ans et maternelle a sensiblement baissé. Le taux d'allaitement exclusif est passé de 24% à 54%. Ajoutez à cela la prévalence de la malnutrition globale qui est passée de 16% à 6%. La tendance de femmes mariées avant 18 ans est passée de 39% à 29%. Bref, des grands progrès ont été réalisés, tels que l'a fait savoir Edouard Begbeder, représentant de l'UNICEF en RDC. Cette aide sera accordée sans distinction de race, de religion, de nationalité, de statut ou d'opinion politique. L'histoire de l'UNICEF depuis sa création, il y a 75 ans, est celle d'enfance perdue et retrouvée, d'enfance encouragée et protégée. L'UNICEF appuie les gouvernements et travaille avec tous les acteurs actifs pour la cause des enfants, pour apporter de l'espoir aux enfants dont la vie a été déchirée par les conflits et les crises, par l'extrême pauvreté, par l'exclusion et par de nouveaux enjeux qui mettent en péril les droits des enfants, tels que par exemple les effets croissants du changement climatique. Différentes personnalités qui ont pris la parole ont salué les actions menées par l'UNICEF en faveur des enfants. Dr Jean-Jacques Mouyembe a reconnu que c'est grâce à l'appui de l'UNICEF que la RDC a été certifiée pays libre du poliovirus sauvage depuis 2015. Cette activité marquant les 75 ans d'existence de l'UNICEF a été marquée par une exposition photo de rêves des enfants réalisée par les enfants reporters.